Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité du continent en politique. Vous êtes sur Afrique Unie Radio, une plateforme médiatique consacrée à l'actualité africaine et internationale. Je suis Déborah Keza à la présentation. Sans plus tarder, voici le sommaire de cette édition. République démocratique du Congo, entre guerre et épidémie d'Ebola dans l'est du pays, province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri reste marquée par des combats, des attaques armées et une forte instabilité sécuritaire. À cette crise s'ajoute l'épidémie d'Ebola de la souche Bundibugyo qui continue de susciter l'inquiétude malgré quelques cas de guérison. Bénin, le gouvernement lance les grandes orientations du septennat. Le président Romuald Wadagni a présidé son premier conseil de ministres au palais de la Marina, marquant les débuts officiels de son programme de gouvernance. Le chef de l'État a mis l'accent sur la lutte contre la pauvreté, la sécurité nationale et la continuité des réformes économiques. Afrique, innovation, coopération et dynamisme culturel en plein essor sur le continent. La jeunesse africaine innove comme au Nigeria avec le mini-système solaire du jeune ingénieur Oluwatobi Akinyemi qui vise à améliorer l'accès à l'électricité en zone rurale. Parallèlement, la musique africaine, le football et les coopérations diplomatiques illustrent un continent en pleine transformation et de plus en plus influent à l'international. Merci de votre fidélité. Voici maintenant les développements de l'actualité de ce vendredi. Commençons par la santé, mesdames et messieurs. L'épidémie d'Ebola liée à la souche Bundibugyo continue de susciter une vive inquiétude dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors que les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé renforcent les mesures de riposte face à cette variante rare du virus, un cas de guérison apporte une lueur d'espoir au sein des communautés affectées. Mais la maladie continue également de faire des victimes, notamment parmi les personnels soignants engagés en première ligne dans la lutte contre cette flambée épidémique. Espoir Malamira pour les détails. L'Organisation mondiale de la santé considère actuellement l'épidémie d'Ebola des souches Bundibugyo comme une menace sanitaire majeure dans la région des Grands Lacs. Cette variante du virus, détectée dans plusieurs zones de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'en Ouganda voisin, inquiète particulièrement les spécialistes en raison de l'absence de vaccins homologués et des traitements spécifiques validés contre cette souche. Contrairement à la souche Zaïre du virus Ebola, pour laquelle des outils thérapeutiques existent déjà, la souche Bundibugyo reste difficile à maîtriser. Les équipes médicales s'appuient essentiellement sur les soins des supports, notamment la réhydratation intensive, la surveillance rapprochée des patients et le traitement des complications liées à la maladie. Malgré ces contextes préoccupants, les autorités sanitaires ont annoncé l'enregistrement d'un cas guéri. Une évolution encourageante qui démontre que les chances de survie sont détectées rapidement et prises en charge à temps dans des structures spécialisées. Cependant, la riposte contre Ebola continue de coûter la vie à plusieurs personnes, parmi lesquelles des membres du personnel médical. Des infirmiers et agents de santé ont perdu la vie alors qu'ils intervenaient auprès des malades dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Ces décès rappellent les risques élevés auxquels restent exposés les professionnels de santé engagés dans la lutte contre cette maladie hautement contagieuse. Face à cette situation, les autorités sanitaires, avec l'appui de l'OMS et de plusieurs partenaires humanitaires, renforcent le dispositif de surveillance dans les provinces touchées.
Des campagnes de sensibilisation communautaire, des lavages de mains et des contrôles sanitaires sont intensifiés afin de limiter la propagation du virus au sein de la population. Les experts sanitaires appellent également les habitants à signaler rapidement tout cas suspect présentant des symptômes comme la forte fièvre, les vomissements, le diarrhée ou des saignements inhabituels. Ils insistent sur le respect strict des mesures d'hygiène et des préventions pour éviter une propagation plus large de l'épidémie dans les grandes agglomérations de l'Est du pays. Depuis Goma, Espoir Malamira pour Afrique Unie Radio. Au Bénin, le président Romuald Wadani a tenu ce jeudi 28 mai son tout premier conseil des ministres au palais de la Marina, 3 jours après la formation de son gouvernement composé de 24 ministres, dont 6 femmes. Cette première réunion marque le lancement officiel de grandes orientations politiques et économiques de son septennat. Le chef de l'État a insisté sur la priorité donnée à l'intérêt général, à la lutte contre l'extrême pauvreté ainsi qu'au renforcement de la défense et de la sécurité du territoire national. Il a également annoncé que les conseils des ministres se tiendront désormais chaque premier mercredi du mois avec des sessions extraordinaires en cas de besoin. Ce 29 mai marque la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Présents dans plusieurs zones de conflits à travers le monde, notamment en Afrique, ces soldats de la paix sont chargés de protéger les civils et de soutenir les processus de paix. Mais derrière le symbole du casque bleu, les missions onusiennes font aujourd'hui face à des défis sécuritaires, politiques et humains de plus en plus complexes. Plus de détails avec Natija Adabi. Créés en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, les casques bleus des Nations Unies avaient pour mission d'empêcher de nouveaux conflits internationaux. Leur casque bleu clair est progressivement devenu le symbole des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Depuis leur création, plus de 2 millions de militaires, policiers et civils venant de plus de 120 pays ont participé à ces missions. Leur rôle consiste à surveiller les cessez-le-feu, protéger les populations civiles, sécuriser les élections ou encore accompagner les transitions politiques dans des pays en crise. L'Afrique concentre aujourd'hui une grande partie des opérations de maintien de la paix. Des missions sont déployées en République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Soudan du Sud ou encore au Mali. En Centrafrique, par exemple, la mission de l'ONU tente de protéger les civils victimes des violences armées et d'aider les autorités à rétablir la stabilité dans plusieurs régions du pays. Mais ces missions sont confrontées à de nombreuses difficultés. Dans certains pays, les casques bleus sont régulièrement visés par des groupes armés et des attaques terroristes. À cela s'ajoute la méfiance d'une partie des populations qui accusent parfois les missions onusiennes de ne pas réussir à stopper l'insécurité persistante. D'autres critiques concernent également des scandales ayant impliqué certains membres des forces onusiennes, notamment des accusations d'abus sexuels dans plusieurs missions africaines. Malgré ces défis, les Nations Unies estiment que les casques bleus restent essentiels pour protéger des millions de civils et éviter l'aggravation des conflits dans certaines régions du monde. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la semaine a encore été marquée par des combats, des attaques et une forte tension sécuritaire. Entre affrontements armés, multiplication des groupes rebelles et menaces sanitaires liées à Ebola, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri restent plongées dans une instabilité persistante. Au Maghreb, les questions diplomatiques et économiques dominent l'actualité. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte multiplient les projets de coopération régionale pendant que la Libye reste marquée par des tensions sécuritaires et politiques persistantes. En Afrique de l'Ouest, la région reste confrontée à une forte instabilité sécuritaire, notamment dans les zones des 3 frontières entre le Bénin, le Niger et le Nigeria, où les violences djihadistes progressent. Au Sénégal, la scène politique reste animée après plusieurs changements à la tête des institutions du pays. En Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique, les questions sécuritaires et diplomatiques restent prioritaires. La République démocratique du Congo poursuit ses discussions autour de la sécurité à l'Est, tandis que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie renforcent leur coopération régionale et leurs projets d'infrastructure.
infrastructures. En Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe font face aux conséquences des fortes intempéries et d'inondations meurtrières qui ont affecté des centaines de milliers de personnes. Plusieurs pays de la région tentent parallèlement de relancer leurs économies à travers des investissements dans les mines, l'entrepreneuriat et le commerce régional. Parlons innovation dans ces radiojournaux, mesdames et messieurs. Au Nigeria, un jeune ingénieur fait parler de lui grâce à une invention qui pourrait transformer l'accès à l'électricité dans des zones rurales. Son innovation attire déjà l'attention de plusieurs incubateurs africains et symbolise le dynamisme croissant de la jeunesse africaine dans le domaine des technologies vertes. À seulement 24 ans, le Nigérian Oluwatobi Akinyemi a mis au point un mini-système solaire portable capable d'alimenter plusieurs appareils domestiques dans les villages privés d'électricité. Conçu avec des matériaux recyclés et à faible coût, l'équipement permet notamment de recharger des téléphones, d'alimenter des ampoules ou encore de faire fonctionner une radio pendant plusieurs heures. L'objectif du jeune inventeur, proposer une solution accessible aux familles rurales confronté aux coupures d'électricité fréquentes. Son projet a récemment été présenté lors d'un forum africain sur l'innovation technologique à Lagos, où il a reçu le soutien de plusieurs organisations spécialisées dans les énergies renouvelables. Cette initiative illustre une tendance de plus en plus visible sur le continent, celle d'une jeunesse africaine qui mise sur l'innovation locale pour répondre aux défis du quotidien. En sport, le football africain reste très animé ce vendredi. En Côte d'Ivoire, les CO Korogo disputent la première finale de Coupe nationale de son histoire face à la SOA à Abidjan. En République démocratique du Congo, les Léopards U23 poursuivent leur préparation pour le tournoi Maurice Révélo, tandis que le Maroc et le Sénégal brillent chez les jeunes avec leur performance en CAN U17. Sur le marché des transferts, le Camerounais Carlos Baleba attire plusieurs grands clubs européens. Enfin, la CAF continue de débattre d'un possible élargissement de la CAN à 28 équipes. À l'occasion du 78e anniversaire de l'indépendance d'Israël célébré à Kigali, l'ambassadrice israélienne Einat Weiss a salué le progrès du Rwanda et renforcé les liens de coopération entre les deux pays. Israël et le Rwanda souhaitent intensifier leur collaboration dans les secteurs comme l'agriculture, la technologie, l'innovation, l'éducation et les investissements. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a également souligné que ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives économiques et de développement partagé. L'actualité musicale africaine est dominée ce vendredi par le succès grandissant de l'afrobeat et de l'amapiano à l'international. Au Burkina Faso, le festival Afrobeat international ouvre une nouvelle édition à Ouagadougou avec plusieurs artistes attendus sur scène. Au Nigeria, les artistes Adenkou Le Gold, Olamide et la nouvelle génération Afrobeat continuent d'enchaîner les succès sur les plateformes de streaming, confirmant l'influence croissante de la musique africaine dans le monde. En actualité internationale, la guerre en Ukraine reste l'un des grands foyers des tensions ce vendredi. La Russie a lancé dans la nuit une importante attaque mêlant missiles balistiques et plus de 230 drones contre plusieurs régions ukrainiennes. Kiev affirme avoir intercepté une grande partie des appareils, mais plusieurs sites ont été touchés. L'OTAN et l'Union européenne ont également vivement réagi après la chute d'un drone russe sur un immeuble en Roumanie, pays membre de l'Alliance Atlantique. Bruxelles parle d'une nouvelle limite franchie par Moscou. Sur le plan diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit attendre de nouvelles propositions américaines concernant d'éventuels pourparlers de paix avec la Russie. Au Moyen-Orient, la situation reste extrêmement volatile. Israël annonce vouloir intensifier ses frappes
contre le Hezbollah au Liban, malgré les tentatives de cesser le feu. Des bombardements meurtriers ont encore été signalés dans le sud du Liban ces dernières heures. Parallèlement, les discussions entre Washington et Téhéran autour du programme nucléaire iranien et du détroit d'Ormuz restent au centre de l'attention. Des informations évoquent un possible accord temporel de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran, même si Téhéran dément pour l'instant. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le pétrole mondial, inquiète particulièrement les marchés et les chancelleries occidentales après les menaces américaines contre toute tentative de blocage ou de taxation du trafic maritime par l'Iran. Enfin, la guerre à Gaza continue d'alimenter les tensions régionales avec de nouvelles victimes civiles et des appareils internationaux à un cessez-le-feu durable. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X en écrivant à Aoba Français. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau journal sur Afrique Uni Radio. Ici Déborah Keza, je vous souhaite un excellent week-end.